Merci d'être venus nombreux à cette session. On va essayer de commencer à l'heure pour pouvoir terminer à l'heure et surtout pour pouvoir avoir du temps pour les questions sur un sujet qui ne devrait pas manquer d'en solliciter un grand nombre, puisque c'est à la fois un sujet extrêmement intéressant et en même temps un sujet d'actualité sur lequel on a tous, au fond, essayé un peu de réfléchir, et on va poursuivre notre réflexion avec 4 orateurs prestigieux et qui connaissent vraiment bien ce domaine. Notre rapport à la vérité a été un peu chamboulé ces dernières années. Alors bien sûr, avec tout ce qui est fake news et complotisme qui se développe largement médié par les réseaux sociaux. Puis, plus récemment, par la capacité extraordinaire de l'intelligence artificielle de nous fabriquer des images qui sont plus réelles que le réel, nous rappelant un peu ce qui se passait dans Blade Runner, plus humain que l'humain, disait le fabricant de réplicants. Et par ailleurs, un certain nombre, évidemment, de grands leaders du monde qui, maintenant, commencent à nous parler, depuis déjà quelque temps, de vérité alternative, comme s'il existait plusieurs vérités. Donc, ce qui est important, c'est que les orateurs respectent bien leur temps. Je leur redis là devant nous tous, et on prendra les questions à la fin. Donc, on a ce rôle avec Anne Sauvaget de devoir un peu être rigoureux. Et je passe sans plus tarder la parole à Hugo Bopp. Alors, Hugo est praticien hospitalier au centre hospitalier de Périgueux. C'est également, pour le coup, un influenceur présent sur les réseaux sociaux et parfois lanceur d'alerte sur un certain nombre de sujets. Les fake news, bien sûr, mais aussi l'utilisation de certains termes, notamment dans le monde journalistique. Tu veux beaucoup parler de ça. Et c'est l'auteur d'un ouvrage très intéressant et que je vous recommande vivement, qui s'appelle « Comment ça va, toi ?» C'est un ouvrage qui reprend l'essentiel de la psychiatrie, qui est ouvert pour le grand public, mais que les psychiatres peuvent lire aussi. Hugo, je te passe directement la parole. Tu peux aller t'installer. Alors tout d'abord, merci au comité scientifique de m'avoir fait cet honneur de m'inviter à l'encéphale. C'est une grande première pour moi. Sans plus tarder, donc, je vais m'occuper de vous présenter un sujet sur comment lutter contre les idées reçues en santé mentale. Cette photo, vous vous demandez précisément si elle est réelle ou sous intelligence artificielle. Alors elle est 100% vraie, malheureusement, c'est plutôt 100% de bêtises humaines. Mes différents conflits d'intérêts qui n'ont pas grand-chose à voir avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, d'où est-ce que je parle? Alors, tout d'abord, je suis psychiatre hospitalier, donc je viens de Périgueux, donc c'est quelque part au niveau de la zone chocolatine. N'hésitez pas à regarder sur Google Maps, ça ne me dérange pas. J'ai différentes casquettes qui font que j'ai parfois un peu du mal à donner de la tête, mais globalement, voilà, je partage mon temps entre du temps hospitalier, du temps médico-social, du temps sur les réseaux sociaux, et notamment aussi auprès de la réserve militaire et des sapeurs-pompiers. Mon matériel pour lutter contre les idées reçues, il est assez sobre. J'ai un iPhone 12 batterie faible que je dois recharger 3 fois par jour, un peu de temps pendant mes pauses déj, et puis des applications gratuites, donc Twitter, Blue Sky, LinkedIn, TikTok, etc. Le contexte, lequel est-il? Finalement, vous le savez comme moi, on finit l'année 2025, grande cause nationale santé mentale. Alors, le slogan, c'était « Parlons-en ». Donc, je pense qu'on en a largement parlé, mais n'en parler ne suffit pas. C'est un peu une idée reçue, ça. Il faut en parler pour que les choses s'améliorent. Non, ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'aime bien parler, moi, de grande cause, grande causerie, parce que finalement, en parler, c'est bien, mais sur le terrain, personnellement, j'ai vu aucune avancée spectaculaire, et les patients se rappelleront surtout de l'année 2025 comme d'une année où ils ont galéré à trouver leurs psychotropes dans les différentes pharmacies de France. À mon sens, la priorité serait de faciliter l'accès aux soins des gens qui en ont vraiment besoin, et pourquoi pas en 2026 parler plutôt de psychiatrie grande cause plutôt que de santé mentale. La santé mentale, c'est quand même un concept un peu fourre-tout, on l'a vu, qui permet finalement d'en parler sans trop prendre de décisions qui changent les choses sur le terrain.
Vous l'avez peut-être vu passer, la semaine dernière, un rapport a été remis par différentes personnes sur la désinformation en santé mentale. Ces personnes, c'est le professeur Molimar, Costagliola et Maisonneuve. Ils ont fait plusieurs recommandations au gouvernement français pour notamment protéger les lanceurs d'alerte et les personnes qui luttent contre la désinformation en santé sur Internet. Globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'un énième observatoire va être créé, donc on va surtout observer, mais finalement, quand on est harcelé et menacé sur les réseaux, a priori, on ne sera pas davantage protégé. Une idée reçue, d'où part-elle? Finalement, elle part rarement, voire jamais de nulle part. C'est souvent des mauvaises expériences avec la psychiatrie des personnes concernées, des abus, des maltraitances, des restrictions de liberté, le manque d'informations sur les effets secondaires également, donc avant tout, balayons devant notre porte. On peut se demander pourquoi lutter finalement. Alors on peut se dire que améliorer la connaissance de la population, c'est un bon objectif. La littérature montre que lutter contre les idées reçues, ça a un effet assez faible et peu durable dans le temps. Moi je trouve ça surtout intéressant pour entendre la crainte des gens qu'il y a derrière ces idées reçues, mais aussi rendre la psychiatrie plus transparente et redorer le blason de notre spécialité. Moi je suis fier d'être psychiatre, je le dis sur les réseaux haut et fort, ça ne m'empêche pas de vouloir changer les choses, mais je pense qu'on n'a pas à rougir de notre métier. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de cet hôpital bashing qui est assez permanent sur les réseaux, où on a tendance très fréquemment à dire du mal de nos institutions, et je pense que ça crée de la méfiance et de la perte de confiance chez les gens qu'on accueille. Et puis, faire monter en compétence les journalistes, les médias, je pense que c'est un objectif louable. Et puis la guerre informationnelle, l'ingérence étrangère, je le vois bien, moi, de plus en plus quand je tweete au quotidien. J'ai des trolls, des bots qui viennent sous mes comptes pour essayer de faire sauter globalement mes publications. Et j'y vois globalement pas mal d'ingérences étrangères avec souvent un peu toujours le même pattern et des comptes faux qui viennent souvent de fermes à trolls qui arrivent par nuée, par essaim pour essayer d'invalider ce que je dis. Alors où est-ce qu'il faut lutter ? Alors, en consultation, en famille, avec les collègues des autres spécialités, parce qu'on est quand même souvent les psychiatres vus comme des oiseaux un peu bizarres, un peu étranges, et on ne comprend pas toujours ce qu'on fait. Dans les médias également, parce que sinon la chaise vide, elle va être occupée par des charlatans ou des gens qui disent n'importe quoi sur la santé mentale, et puis c'est facile de dire n'importe quoi sur la santé mentale. Donc il faut lutter partout, mais pas tout le temps, sinon on saoule assez vite les gens. Comment lutter? Alors, accepter des débats, expliquer ce que c'est que la démarche scientifique sans tomber dans le scientisme, répondre aux journalistes, prendre de son temps. Je pense que c'est notre mission aussi, les psychiatres, les psychologues, les infirmiers, de répondre à ces sollicitations pour expliquer le métier qu'on fait. Si on peut, si on a le temps et la chance de pouvoir le faire, d'écrire des livres de vulgarisation, de participer à des émissions de télé, des podcasts, pardon. Pas hésiter à utiliser l'humour aussi pour lutter contre les idées reçues quand on en a un peu et quand on n'est pas trop fatigué. Et puis moi de plus en plus quand même sur les réseaux, je bloque, c'est-à-dire que dès qu'il y a des insultes, des menaces, au début je prenais un peu le temps de répondre, mais maintenant je tiens à mes bulles informationnelles et même si ça me donne une vision un peu déformée de la réalité, je bloque. Se rappeler que les réseaux, c'est pas non plus la vraie vie, qu'il y a un prisme déformant à cet endroit du monde. C'est-à-dire beaucoup de mécontentement, de gens qui sont dans des spirales négatives et repartagent surtout le négatif. Je le vois bien quand je poste des choses positives, elles sont bien moins partagées que les choses négatives. Quels sont les bénéfices à lutter contre les idées reçues? On peut avoir la sensation qu'on délivre la bonne information à la bonne personne, et ça fait du bien. On a des remerciements, comme vous le voyez en haut à droite de l'écran. Des remerciements, on en a beaucoup, notamment dans les messages privés, pas forcément toujours en public parce que les gens ont peur de se faire lyncher en nous soutenant. Ça permet également d'occuper le terrain dans cette jungle informationnelle foisonnante dans laquelle les gens sont très rapidement perdus. Donc je pense qu'ils cherchent aussi des repères, des gens qu'ils estiment sérieux avec une information sourcée. Moi personnellement, déjà, ça me fait plaisir de le faire, faut pas quand même oublier ça. Et puis ça me permet de diminuer cette incertitude dans ce monde qui est totalement devenu imprévisible. Je pense que ça m'aide un petit peu, moi, à mon petit niveau, à diminuer cette incertitude. Ça permet aussi de soutenir les collègues attaqués. Là, il y a quelques semaines, Mathias Vargon, un urgentiste parisien, a été la cible d'une campagne de cyberharcèlement particulièrement odieuse. Et donc on a fait bloc tous autour de lui pour essayer, tant bien que faire se peut, de limiter les dégâts. Et puis, il ne faut pas se cacher, lutter contre les idées reçues, ça permet parfois d'être invité à l'encéphale. Quels sont les risques de cette lutte? Clairement,
Les shitstorms, je ne vais pas vous traduire, mais globalement, c'est se prendre toute la journée du harcèlement en ligne sur un post, avec ce que ça comporte d'épuisement, d'anxiété, la sensation finalement qu'on est exposé sur la place publique. Alors, c'est les règles du jeu, mais parfois, on peut se demander ce qu'on fait là. Les cyberharcèlements, les menaces, les insultes, elles ne sont pas quotidiennes, mais on va dire toutes les semaines. Donc, plus on bloque, plus ça diminue globalement. On peut se sentir épuisé, stressé, et puis l'impact réel qu'on a sur ces réseaux, finalement, il est difficile à quantifier. On a les remerciements de la communauté, on a les gens qui nous soutiennent, mais finalement, quel est le réel impact sur les comportements des gens? Cette fameuse loi de Brandolini aussi, il y a toujours plus de temps nécessaire pour déconstruire une idée reçue ou une désinformation que pour la générer, donc on a toujours un temps de retard. Il est plus facile d'émettre du bullshit que de démontrer que c'est du bullshit, ça prend bien plus de temps. Donc là-dessus, l'hygiène de vie est quand même assez importante, une certaine discipline que je m'efforce quand même de m'infliger avec du sport, avec des temps de déconnexion, avec aussi se rappeler l'essentiel, à savoir les relations réelles, la famille, les amis. Alors, quelques idées reçues. Bon, les troubles psy, c'est juste une question de volonté, c'est la marque des faibles, c'est juste une question de force mentale. Alors, évidemment, ce discours culpabilisant est la porte d'entrée rêvée du coaching déviant et des gens qui vendent du développement personnel à tir-larigot, avec un risque majeur de retarder l'accès aux soins. Donc, ce qu'on appelle les dérapeutes, c'est thérapeutes qui dérapent, et il y en a partout, tout le temps, mais de plus en plus, notamment dans la santé mentale, où on peut très facilement avoir son avis, notamment son mauvais avis. Moi, j'aime bien rappeler que les maladies psy sont des maladies complexes, multifactorielles, avec le modèle biopsychosocial qui nous est si cher. Et puis, j'aime bien rappeler aussi à mes collègues psychiatres que les médicaments psy, dans la littérature scientifique, ils ont la même efficacité que les médicaments des autres spécialités, globalement, et qu'on n'a pas à en rougir. Les traitements vont me rendre zombie, accro et me faire grossir. Là, c'est difficile de contredire cette idée reçue. Les prises de poids sous traitement sont globalement catastrophiques, avec des gens qui parfois peuvent prendre 40 kilos en une année, on en a globalement tous vu. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Il faut être transparent dès le début, avec de l'humilité, une information claire, expliquer que oui, les traitements ça peut aggraver, mais que c'est une balance bénéfice-risque au cas par cas, et que la plupart du temps, quand même, ça aide les gens. Une idée reçue qu'on entend souvent également, c'est les médicaments, finalement, ce serait juste une béquille et ça ne traite pas le problème en profondeur. Avec finalement cette idée qu'il y aurait le gentil psychothérapeute qui écoute et qui prend du temps et le méchant prescripteur froid et sans scrupules qui est pieds et poings liés à Big Pharma. Évidemment, la réalité est tout autre. On peut tout à fait donner un médicament humainement, comme dans les autres spécialités. Il faut se rappeler aussi que la psychothérapie, elle peut aggraver les choses quand elle est mal indiquée, quand elle est mal menée, quand elle s'éternise alors même qu'elle n'est pas forcément indiquée pour ce trouble. Les psychothérapies peuvent aggraver les gens. Et puis, un médicament n'est jamais prescrit isolément. Ce que j'aime bien rappeler, moi, c'est que l'industrie du bien-être pèse 4 fois plus lourd que Big Pharma, ce qui permet un peu de pondérer les gens qui disent que tous les psychiatres sont vendus à Big Pharma. Alors là, le sport est le meilleur antidépresseur, on l'a entendu en long, en large et en travers cette année à la télé et un peu partout sur les réseaux. Alors c'est une injonction qui peut être vraiment potentiellement culpabilisante parce que quand on a une dépression sévère et qu'on n'arrive même pas à se doucher ou à s'alimenter, d'avoir l'entourage proche qui vient te dire c'est juste une question de volonté, mets-toi un coup de pied aux fesses et va faire un footing, évidemment ça n'aide en rien. Ça n'empêche pas, comme je le fais moi quotidiennement, de promouvoir l'activité physique en santé mentale. Ça permet notamment dans les dépressions légères à modérées d'améliorer les symptômes. On enferme et on attache encore les gens en psychiatrie. Alors, une idée reçue, oui et non, puisque c'est effectivement vrai. Mais je rappelle souvent aux gens qui me tendent cette idée que c'est du dernier recours, mais effectivement, on n'a pas encore montré une efficacité clinique des électrochocs, des pratiques d'isolement et de contention. Donc c'est une mesure sécuritaire, mais c'est vrai qu'on continue d'avoir recours à ces restrictions de liberté alors même qu'elles n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans la littérature scientifique. Donc à un moment, il faudra quand même qu'on s'occupe de ce paradoxe. Et il y a quand même une prise de conscience, notamment chez les jeunes professionnels de santé eux-mêmes, avec l'abolition de l'isolement et de la contention qui a été demandée récemment par les jeunes psychiatres et jeunes addictologues de France.
Les électrochocs, on parle souvent d'un traitement barbare, d'une torture. Alors, c'est sûr que le film Vol au-dessus d'un nid de coucou n'a pas aidé. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien rappeler, même publiquement, je ne me fais pas des amis quand je le dis, mais que c'est un traitement qui sauve des vies. Notamment sur les publications de professeur Gaillard et professeur Sauvaget. Voilà, il y a des propriétés anti-suicide qui sont propres et qui sont liées à la sismothérapie. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait honte de ce traitement qui sauve des vies chaque jour. Et quand les gens viennent voir finalement comment se passe une séance de sismothérapie, ils sont souvent assez déçus. J'aime bien rappeler aussi que le risque de mortalité pendant un ECT est inférieur à celui pendant un accouchement. Alors vous l'avez peut-être entendu également, notamment sur certains médias, des psychologues, notamment pour enfants, qui sont un peu en croisade contre les troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH. Alors ça va le TDAH, j'y crois pas, à le TDAH en fait. C'est juste un problème d'éducation, un problème d'amour. On va créer des générations d'enfants shootés à Big Pharma et dépendants du méthylphénidate. Alors là, évidemment, on déconstruit peu à peu les idées reçues une par une. On explique que non, le méthylphénidate n'est pas une amphétamine. On explique que non, ça ne crée pas d'addiction et que finalement, le TDAH n'a pas grand-chose à voir avec des problèmes d'éducation. Mais ça prend du temps. Et finalement, quand les gens émettent ces choses, ces espèces de gourmandises cognitives sur les médias, eh bien, on est toujours un peu un temps en retard parce que nous, quand on donne des informations un peu scientifiques, faut pas se cacher, c'est un peu chiant, c'est un peu pénible. Et du coup, les journalistes eux-mêmes, ils décrochent un peu plus vite et ils aiment bien plutôt quand ça a le goût du sensationnel. Même si je trouve globalement que les journalistes parlent de mieux en mieux de la santé mentale et ont une appétence maintenant pour une démarche davantage scientifique, notamment, il me semble, depuis le Covid. L'idée reçue aussi selon laquelle les troubles psy seraient des constructions finalement purement sociales. Alors c'est d'autant vrai sur les réseaux, on est pas mal attaqué par les courants anti-psychiatrie qui voudraient nous faire croire qu'en enlevant les psychiatres, finalement on enlèverait les maladies mentales. Évidemment, les choses sont bien plus complexes que ça. 2 minutes. 2 minutes. J'avance. Les douleurs physiques, c'est dans la tête, c'est juste une question de volonté, évidemment. Quel est l'intérêt encore de différencier le psychique du somatique? Le paracétamol, apparemment, dans des études assez récentes, aurait un effet sur certains paradigmes de rejet social. Donc ça nous fait un peu nous questionner sur la différence entre le psychique et le somatique. Et donc de plus en plus en France, des consultations de double expertise se développent, des psychodermatos, neuropsychiatres, gériatres et psychiatres pour éviter de se renvoyer la balle éternellement entre ces différents troubles. L'idée reçue n'est pas forcément créée pour nuire, mais la désinformation, pour le coup, a plutôt un objectif assez politique derrière. Il y a différents types de désinformation, la récupération politique, le manque de connaissances, les gens qui désinforment pour créer le buzz, et puis il y a aussi des gens, les professionnels de santé, parfois qui désinforment sans vouloir le faire volontairement, mais qui, par exemple, peuvent dire, voilà, la danse est le meilleur antidépresseur, le plus efficace parce qu'une étude est sortie, donc quand on n'est pas trop habitué à lire les études, ou quand on le fait un peu vite, on ne se rend pas compte qu'elle est truffée de biais. Les journalistes le récupèrent et puis finalement on se retrouve à promouvoir la danse dans des dépressions sévères. Donc attention à comment on véhicule aussi l'information. Pareil, l'ANSM, quand elle fait cette campagne d'information sur la méditation et les traitements contre l'anxiété, on peut en discuter longuement. La méditation ne va pas à tout le monde, non, ce n'est pas sans modération, il peut y avoir des effets secondaires. Les médicaments contre l'anxiété ont une réelle efficacité et ce n'est pas en disant aux gens de voir leurs potes que ça va changer grand-chose. Bon, Trump nous assaille et je pense qu'il faudrait 2 heures pour en parler. Être psychiatre sans s'engager, est-ce que c'est possible? À mon sens, je ne le pense pas. Il est peut-être un temps où il faut repolitiser la psychiatrie, sortir de la dramatisation à outrance et du fait divers qui fait diversion. Et puis, reparler de la précarité sociale, du mal-logement, des démarches MDPH qui sont le parcours du combattant des gens, tous ces facteurs finalement qui sont du registre du politique et qui ont un impact fort sur la prévalence des troubles et sur leur expression. Donc oui, il y a des vulnérabilités génétiques propres, mais oui, la manière dont on fait de la politique a un impact aussi sur comment on soigne les gens et comment les troubles émergent. Mon livre, très rapidement, qui est sorti l'an dernier, et je voulais simplement mettre en avant le livre de Michael Worms-Serminger, qui est docteur en santé publique et qui publie un livre que j'ai eu l'honneur de préfacer, qui est à destination des politiciens, des journalistes, pour mieux communiquer en santé mentale. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé excellent, qui m'éclaire moi quotidiennement sur ma manière de partager de l'information.
Et puis, je finis sur cette petite phrase de l'avocat de Trump. Merci beaucoup. Merci beaucoup.